Le 11 septembre, comme il nous l'a été répété plusieurs fois par jour, semaines et mois après les attaques, a été le jour qui a tout changé. En l'espace d'une matinée dévastatrice, l'Amérique a changé à tout jamais. Bonjour, l'Amérique ne sera peut-être plus jamais la même, et voici pourquoi. La vie en Amérique sera changée à tout jamais après ces attaques. Rien ne sera plus jamais pareil. Dorénavant, rien ne sera tout à fait pareil. La vie ne sera plus jamais comme avant. Ces mots n'étaient pas vides de sens. C'étaient de simples constatations de faits. Le monde a changé ce jour-là. Le 11 septembre 2001 a été le laissez-passer pour une grande réinitialisation. L'institution d'une nouvelle normalité dans les relations internationales et les affaires intérieures. De la création du département de la sécurité intérieure, à la militarisation de la police, aux guerres d'invasion de plusieurs milliards de dollars pour remodeler le Moyen-Orient, nos vies sont aujourd'hui radicalement différentes de ce qu'elles étaient avant ce fatidique mardi de septembre 2001. Le 11 septembre, les ennemis de la liberté ont perpétré un acte de guerre contre notre pays. Si le 11 septembre n'avait pas eu lieu, notre estimation du risque laissant à Saddam la possibilité de reconstruire ses programmes n'aurait pas été le même. Pour la première fois, la sécurité des aéroports dépendra directement de la sécurité fédérale. Je ne comprends pas comment peut-on faire d'une agression sexuelle une condition pour mon vol. Ce n'est pas considéré comme une agression sexuelle. Ça le serait si vous n'étiez pas le gouvernement. L'ancienne définition dit que la fonction première du FBI est l'application de la loi. Ce qui a du sens, c'est ce avec quoi on a grandi. La nouvelle définition dit la fonction première du FBI est la sécurité nationale. Si vous voyez quelque chose de suspect sur un parking ou dans un magasin, dites-le immédiatement. Signalez toute activité suspecte à votre police locale ou au shérif. Si vous avez besoin d'aide, demandez à un responsable de Walmart de vous aider. Ça nous est tombé dessus, en un seul jour. Et la nuit est tombée sur un nouveau monde où la liberté elle-même est attaquée. Le document juridique sous l'administration Obama autorisant l'assassinat de citoyens américains sans charge vient d'être pour la première fois dévoilé. Je ne sais pas. Si le président élimine ces personnes, il doit leur faire savoir. Certaines d'entre elles pourraient être des terroristes ou des personnes à qui il manque des doigts. D'autres ont des taches sur leurs vêtements, ou changé de couleur de cheveux, ou des personnes qui pourraient vouloir payer en liquide, ou d'autres qui ont 7 jours de réserve de nourriture. Le commissaire de police de New York, Bill Bratton, avertit que les terroristes utilisent le cryptage des téléphones portables et se dédouanent littéralement de crimes. Chaque nation, dans chaque région, a maintenant une décision à prendre. Soit vous êtes avec nous, ou avec les terroristes. Mais après presque 2 décennies écoulées, le 11 septembre est passé dans le monde occidental d'un événement décisif en matière de sécurité nationale à un vague souvenir culturel effacé d'un traumatisme qui a eu lieu avant même que la nouvelle génération de diplômés ne soit née. Le 11 septembre n'est plus une question politique majeure, mais plutôt, après coup, comme si cet événement avait précipité le monde dans le chaos. Encore une fois, il nous est dit que le monde a à jamais changé. Ceci n'est pas normal. Du moins, ça ne l'était pas il y a encore quelques semaines. Quand tout ce que nous considérions comme acquis, tout s'est mis à nous échapper. En tant que communauté internationale, nous avons vécu un événement sans précédent dans nos vies, qui modifiera et remodèlera nos attitudes et nos perceptions pour un assez long moment encore. Ce sera la nouvelle norme, jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. Ça signifie que la nouvelle normalité pourrait durer des mois, voire des années. Le retour à la normalité telle que nous la connaissions n'est pas concevable dans un proche avenir. Et encore une fois, ceci n'est pas qu'une rhétorique vide de sens. Les gouvernements, les entreprises, les ONG se coordonnent désormais au niveau international dans le cadre d'une grande réinitialisation afin de complètement remodeler le monde dans lequel nous vivons. L'histoire considérera cette crise comme la grande opportunité d'une remise à zéro. La grande réinitialisation est une prise de conscience salutaire, parce que cette tragédie humaine doit agir comme un signal d'alarme. Il est impératif que nous repensions, reconstruisions, redessinions, réanimions et rééquilibrions notre monde.
La remise à zéro ne doit pas être pensée comme une simple pression sur un bouton et au retour de la situation antérieure. Et la normalité était en crise, la normalité était en panne. Je pense que tous les Canadiens comprennent que la reprise de notre économie doit être verte. Elle doit être équitable et participative. Ce que nous devons comprendre, et je pense que nous allons tous devoir le comprendre ensemble, est ce à quoi ressemble notre nouvelle normalité. Notre nouvelle normalité exige une distance physique avec les autres. Notre nouvelle normalité peut impliquer le port du masque lorsque c'est approprié. Notre nouvelle normalité implique que nous sachions où ce virus se cache, chaque jour, où nous habitons, où nous travaillons et où nous voulons voyager. Dans certaines régions d'Europe, on envisage de délivrer des passeports d'immunité aux personnes qui seraient immunisées contre le coronavirus. Tandis qu'en Chine, certaines villes ont déjà mis en place des codes QR qui génèrent une couleur permettant aux agents de décider de la libre circulation d'une personne en extérieur. Les plus attentifs auront déjà noté les similitudes entre la guerre contre le terrorisme déclarée après le 11 septembre et la guerre contre l'ennemi invisible déclarée pour la crise Covid-19. Les mesures de sécurité imposées par cette crise épidémique sont tellement similaires à celles imposées durant la crise terroriste que, dans de nombreux cas, les nouveaux outils de contrôle de sécurité mis en place pour combattre la Covid-19 sont reconnus comme étant de simples mises à jour d'outils déployés après le 11 septembre. La plupart des gens savent clairement en allant à l'aéroport, qui est né après le 11 septembre, que c'est une autre crise avec une nouvelle composante qui vient de naître. Expliquez quel est ce produit en termes de comment il fonctionnera en lien avec la Covid. Oui, vous avez raison. CLEAR est né à partir du 11 septembre. Et il s'agissait d'un partenariat entre le public et le privé qui mettait en avant l'innovation pour renforcer la sécurité intérieure et satisfaire les clients. Et ça a vraiment été le début de l'identification 1.0. Et tout comme le traçage, qui n'a jamais changé après le 11 septembre, dans le cadre post-Covid, vous allez voir cette identification et la sécurité publique changer de manière significative. Mais cette fois-ci, au-delà des aéroports, dans les stades, dans les commerces, comme l'a dit Dana, c'est dans les bureaux, les restaurants, etc. Et alors qu'à l'origine nous avions commencé par les voyages, nous sommes maintenant une plateforme d'identification biométrique sécurisée sur laquelle il a toujours été question de connecter votre identité à votre carte d'embarquement, à l'aéroport, ou à votre billet d'accès au stade, ou à votre carte de crédit pour acheter une bière. Et donc à présent, avec le lancement de la carte de santé, il s'agit de relier votre identité à vos données médicales liées au Covid, pour les employeurs, pour les employés et les clients. Tous veulent savoir qui est sans risque, afin de redémarrer, réouvrir les entreprises et faire bouger l'Amérique. Soit, à certains égards, les mesures de sécurité liées au coronavirus ne sont qu'une extension de celles du 11 septembre. Mais des analogies encore plus troublantes entre le 11 septembre et la Covid-19 se retrouvent plus profondément dans l'analyse. Il est vrai que, pour les attentats du 11 septembre, la réponse à la crise Covid est associée au terme de sécurité, tandis que l'ère post-11 septembre a introduit en Amérique le concept de sécurité intérieure. Sécurité contre les terroristes, groupes d'individus aux intentions et aux objectifs politiques explicites. La période Covid-19 introduit le concept tout à fait abstrait de biosécurité. Utilisé à l'origine pour décrire les menaces sur l'environnement, par exemple l'intrusion d'espèces envahissantes dans un habitat ou la transmission de maladies infectieuses dans les cultures et le bétail, le terme de biosécurité a été injecté dans le discours général politique quand les attaques à l'anthrax de 2001 ont fait la connexion entre le bioterrorisme et la guerre mondiale contre le terrorisme. Soudainement, la biosécurité est devenue une menace pesante sur la sécurité intérieure et toute une infrastructure de législation nationale et internationale a été édifiée afin d'imposer des procédures de mise en place de la loi martiale médicale. Aux États-Unis, le modèle de loi sur les pouvoirs sanitaires en cas d'urgence a été adopté par plusieurs législatures d'État, donnant au gouvernement le pouvoir de mettre en quarantaine et même d'imposer une vaccination nationale en cas d'urgence sanitaire déclarée.
Sur le plan international, l'Organisation mondiale de la santé a adopté en 2005 le règlement sanitaire international qui oblige les 196 pays membres de l'OMS à reconnaître les urgences de santé publique déclarées d'intérêt international pour les maladies pandémiques comme étant une menace globale nécessitant une coopération mondiale. Certains ont même fait valoir que la législation est suffisamment flexible pour permettre une marge de manœuvre à des organisations telles que l'OTAN afin d'entrer dans des pays dans l'intérêt de contrôler l'épidémie. Une fois encore, le lien entre le paradigme de la biosécurité et le paradigme de la guerre contre le terrorisme est ouvertement reconnu. En 2002, dans un document sur l'émergence de la biosécurité, 2 chercheurs américains en environnement ont noté que le 11 septembre avait ouvert les portes à la recherche sur la législation biosécuritaire. Les événements du 11 septembre et les attaques à l'anthrax qui ont suivi ont rendu les décideurs américains et le public plus conscients de notre incapacité à nous défendre contre des organismes extrêmes déterminés à nous nuire, écrivent-ils. En 2010, l'Organisation mondiale de la santé a publié sa propre note d'information sur la biosécurité, déclarant que l'objectif premier de la biosécurité est de prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé et la vie. Et, faisant écho aux déclarations post-11 septembre sur la nécessité d'une coopération mondiale dans la guerre contre le terrorisme, que cet objectif ne peut être atteint que par une approche biosécuritaire conjointe et harmonisée, fondée sur des normes internationales. Ce que ce verbiage cache, c'est la façon dont la biosécurité est utilisée afin de justifier des pouvoirs d'urgence et d'installer de nouvelles procédures de sécurité. Comme pour le paradigme de la sécurité intérieure qui utilisait la menace présumée du terrorisme afin de restreindre les libertés civiles, c'est maintenant le paradigme de la biosécurité qui utilise des menaces présumées sur la santé publique afin de réduire ces mêmes libertés. À Hangzhou, pour entrer dans une tour, vous devez faire prendre et enregistrer votre température et avoir une application sur votre téléphone sur laquelle vous entrez votre nom, votre température et votre itinéraire récent ainsi que votre numéro d'identification. Ces informations génèrent un code couleur. À Hangzhou, pour sortir de la localité et participer à des activités publiques, vous devez disposer d'un code vert. Le code vert, jaune ou rouge, est automatiquement généré par un système relié à une base de données qui détermine si vous êtes allé dans des quartiers à risque ou si vous êtes entré en contact avec ces personnes. On peut voir des policiers chinois dans une vidéo troublante, clouant des planches pour bloquer la porte d'entrée d'un appartement, avec des gens à l'intérieur qui reviennent de Wuhan. On voit ensuite des agents coller un panneau rouge à côté de la porte d'entrée, sur lequel on peut lire que les personnes à l'intérieur viennent de rentrer de Wuhan. N'entrez pas en contact avec eux. On entend des pauvres gens à l'intérieur crier désespérément « Ouvrez la porte !» Ce soir, Melbourne est totalement bloquée en raison des nouvelles restrictions en vigueur imposées en phase 4, qui obligent des industries et des centres commerciaux entiers à fermer. Selon les responsables de la santé, c'est la seule option pour empêcher la deuxième vague, et que si nous ne l'avions pas fait, nous serions confrontés à 20 000 cas supplémentaires. Tu peux enregistrer ça? Je suis en pyjama. Monsieur l'officier, j'ai un alibi. Oui, elle est enceinte et donc, calmez-vous. De quoi s'agit-il? J'ai un rendez-vous pour une écologie dans 1 heure. Laissez-moi finir et tout ira bien. C'est en rapport à un post sur Facebook concernant une manifestation anti-confinement que vous avez fait le jour de congé. Oui, et je n'ai enfreint aucune loi en faisant ça. En réalité, vous étiez en train d'enfreindre la loi. C'est pourquoi je vous arrête. Devant mes enfants? Mais comment pouvez-vous l'arrêter? C'est injuste. La police se prépare à lancer son arsenal aérien dans le cadre de la répression contre les transgresseurs des règles. Des drones de haute précision seront utilisés pour repérer les individus ne portant pas de masque et les voitures trop éloignées de leur domicile. Le système de santé publique et de sécurité Dragonfly utilise des caméras standard 4K pour fournir des données anonymes sur la distance sociale, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et la détection de fièvre. Mes ordres sont, pour la police comme pour l'armée, tuez-les! Pourquoi encerclez-vous mes enfants? S'il vous plaît, éloignez-vous. Éloignez-vous de mes enfants, s'il vous plaît. Je prends juste soin d'eux, ok? Les enfants, vous allez bien? On ne peut pas juste rentrer à la maison, s'il vous plaît? Je vais bien, je vais bien. Oh, cool, monsieur. Monsieur, c'est trop serré au niveau des bras.
Tout ce que je faisais, c'était du shopping. Je vous ai expliqué, je n'ai pas besoin de porter de masque pour des raisons de santé. Et là, 3 personnes sont venues vers moi et ont commencé à me tordre les bras. Pourquoi? Quel est votre nom? Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous me dire pourquoi je suis en état d'arrestation? Très bien, je ne le répéterai pas. Pourquoi ne pas juste me dire en vertu de quelle loi? Eh bien, pour le moment, nous n'avons pas de pouvoir particulier. Mais ils ne vont pas tarder, j'en suis sûr. Mais dans le modèle de police britannique, nous commençons toujours par parler aux gens, nous commençons toujours par les avertir, ou nous pouvons également leur parler plus fermement. Il y a une forte présence policière là-bas. Un certain nombre de ces manifestants scandent liberté. On peut voir aussi cette foule, juste la taille de cette foule, et le nombre de policiers qui s'est attroupé. C'est la réponse de l'ordre public. Il y a eu la police montée aussi, également la police judiciaire qui s'est mobilisée pour essayer de gérer cette foule. L'état de police cauchemardesque qui se dessine dans le cadre de cette pandémie panique n'est pas un événement passager, ni un ensemble de mesures aléatoires prises au cas par cas. Il s'agit de la mise en place d'une nouvelle forme de gouvernance. Cette nouvelle forme de gouvernance s'appuie sur un sentiment de crise apparente, en l'occurrence une crise de santé publique, pour justifier une surveillance constante de la population et sur de nouveaux pouvoirs pour restreindre les déplacements de toute personne considérée à risque pour la santé publique. Le célèbre philosophe italien Sergio Agamben a documenté comment cet état biosécuritaire est érigé sur le dos de la panique que le 11 septembre et que la guerre contre le terrorisme ont contribué à créer à travers le public. On pourrait dire qu'une fois le spectre du terrorisme épuisé pour pouvoir justifier des mesures exceptionnelles, l'invention d'une épidémie pourrait devenir le prétexte idéal pour élargir au-delà de toute limite ce type de mesures. Un autre facteur, non moins préoccupant, est l'état de peur qui s'est répandu ces dernières années dans la conscience individuelle et qui se traduit par un réel besoin d'état de panique collectif que l'épidémie offre une nouvelle fois comme prétexte idéal. Ainsi, dans un cercle vicieux et malsain, la limitation de la liberté imposée par les gouvernements est acceptée au nom d'un désir de sécurité créé par ces mêmes gouvernements qui interviennent maintenant pour le satisfaire. La nature analogique du 11 septembre et de la Covid-19 en tant qu'événement catalyseur provoquant des états de panique collectifs et, finalement, une nouvelle forme de gouvernance, se comprend clairement dès lors que les deux paradigmes se rapprochent et se superposent. Bioterrorisme. L'acier fondu des gravats du Ground Zero n'avait pas encore refroidi que le public américain et le peuple du monde entier étaient confrontés au spectre du bioterrorisme. Une semaine après le 11 septembre et celle qui me suivit, une série de lettres contenant des sports d'anthrax ont été envoyées à des personnalités des médias et des responsables gouvernementaux, comme l'extension manifeste de l'attaque terroriste contre les États-Unis. Ces lettres ont rapidement été attribuées à Al-Qaïda et à l'Irak par les médias grand public. Peter, à partir de 3 sources indépendantes mais officielles, a été communiqué ce soir sur la chaîne ABC News que les premiers tests sur l'anthrax, envoyés au sénateur Daschle, ont permis de détecter un additif chimique dont le nom révélateur et très connu des experts en armement appelle bentonite. Il est possible que d'autres pays l'utilisent également, mais c'est la marque de fabrique du programme d'armement biologique de Saddam Hussein. Cela signifie pour moi que l'Irak devient le principal suspect et source de l'anthrax utilisé dans ces lettres. La couverture médiatique de l'événement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a toutefois cessé brusquement lorsqu'on a découvert que la souche d'anthrax utilisée dans les attaques ne provenait pas d'Irak, mais du laboratoire d'armes biologiques de l'armée américaine à Fort Detrick, dans le Maryland. Mais cette convergence du terrorisme et de la biosécurité n'a pas débuté avec les attaques à l'anthrax. Cela a commencé en juin 2001, soit 3 mois avant le 11 septembre et la déclaration de guerre contre le terrorisme. C'est alors qu'un certain nombre de hauts responsables militaires et de services de renseignement américains ont participé à l'exercice Dark Winter, un exercice de haut niveau simulant la réponse des États-Unis suite à une attaque bioterroriste de variole sur le territoire national.
L'exercice, co-organisé par le Centre de la sécurité sanitaire Johns Hopkins, s'est déroulé sur la base aérienne Andrews les 22 et 23 juin 2001 et a même inclus de faux bulletins d'information diffusés aux participants lors du déroulement de la simulation. Sixième jour de l'épidémie de variole, et la Maison-Blanche confirme que les agents du gouvernement fédéral et le personnel militaire ont été vaccinés. 300 personnes ont déjà succombé, et au moins 2000 sont infectés. Mais aucun groupe n'a encore revendiqué la diffusion du virus mortel de la variole. Toutefois, la chaîne NCN a appris que l'Irak a peut-être fourni à des groupes terroristes basés en Afghanistan la technologie derrière ces attaques. À travers un incroyable jeu de miroir, le même centre de sécurité sanitaire Johns Hopkins, qui a co-organisé Dark Winter, a également co-organisé l'événement 201, une simulation de pandémie globale d'un nouveau coronavirus qui s'est tenue à New York, quelques mois avant la déclaration de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, et qui a salué l'avènement de l'ère biosécuritaire. Cet exercice impliquait également de faux bulletins d'information. Cela a commencé sur des ports d'apparence saine, il y a des mois, voire des années. Un nouveau coronavirus s'est répandu silencieusement au sein des troupeaux. Progressivement, les éleveurs sont tombés malades. Les personnes infectées ont contracté une maladie respiratoire dont les symptômes vont de légers signes grippaux à une grave pneumonie. Les plus atteints nécessitent des soins intensifs. Beaucoup sont morts. Sans surprise, nombre des personnes qui ont participé à la propagation de la peur du bioterrorisme sous l'ancien paradigme de la sécurité intérieure ont été actives dans la promotion de la peur de la Covid-19 sous le nouveau paradigme de la biosécurité. L'expression sécurité intérieure elle-même a été popularisée à Washington à la fin des années 90 et a été reprise par l'Institut Answer, qui a créé un institut pour la sécurité intérieure en 1999, dirigé par Randall Larson, professeur et directeur de département au Collège national de guerre. L'Institut a préparé un cours sur la sécurité intérieure qui devait être conjointement tenu par Larson et son collègue de Collège national de guerre, Robert Kadlec. Par pure coïncidence, le cours devait débuter le 11 septembre 2001. Une partie du cours comprenait une analyse de l'exercice de simulation Dark Winter que l'Institut pour la sécurité intérieure avait conjointement conçu. Le substantif Dark Winter provient d'une déclaration faite par le collègue de Larson, Robert Kadlec, crédité comme expert en défense contre la guerre biologique pendant les faux bulletins d'information diffusés lors des exercices. Eh bien, le problème est que nous n'avons pas assez de vaccins pour tout le monde, ce qui signifie que nous n'avons pas assez de vaccins pour les États-Unis. J'aimerais le penser, mais nous n'avons pas suffisamment de stock pour les habitants de l'Oklahoma, de la Georgie, de la Pennsylvanie, et encore moins pour l'ensemble de la population américaine. Bien, ça ne semble pas très encourageant. Que voulez-vous dire exactement? Angie, cela signifie que ça pourrait être un hiver très sombre pour l'Amérique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Dr. Kadlec. Officier de carrière et médecin dans l'armée de l'air américaine, Kadlec a ensuite contribué à l'enquête du FBI sur les attaques à l'anthrax de 2001, puis a occupé plusieurs postes clés à la Maison-Blanche liés à la biosécurité sous George W. Bush. Pendant cette période, Kadlec a contribué à la rédaction de la loi sur la prévention de la pandémie et de toute autre menace. Adoptée par le Congrès en 2006, cette loi a considérablement élargi les pouvoirs fédéraux en cas d'urgence sanitaire et a consolidé nombre de ses pouvoirs au sein d'un tout nouveau cabinet, le secrétaire adjoint pour la prévention à l'intervention. Puis, selon ce que Kadlec a qualifié de simple coïncidence, Trump a lui-même nommé Kadlec à ce poste en 2017. Dans son rôle de secrétaire adjoint, Kadlec a supervisé un exercice conjoint en 2019 appelé la contagion Crimson. L'exercice, auquel participaient le Conseil national de sécurité, le Pentagone, le ministère de la Sécurité intérieure et de nombreuses autres agences gouvernementales, simulait la réponse du gouvernement américain à une pandémie virale provenant de Chine et se propageant dans le monde entier. À l'instar de Dark Winter, l'exercice Contagion Crimson s'est déroulé quelques mois avant que les événements qu'il simulait ne se produisent dans la vie réelle. Et, comme Dark Winter, il a donné aux participants comme Kadlec l'occasion de faire valoir que la biosécurité était un défi de sécurité nationale majeur que le pays était mal préparé à relever. Un argument qu'il a fait passer au Congrès avec le Dr Fauci à ses côtés, une semaine avant les premiers rapports sur la propagation du nouveau coronavirus en Chine. Dr Kadlec, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit quand vous pensez à préparer à faire face à la prochaine grande épidémie de grippe?
Excusez-moi, merci madame, je comprends la question. Je veux dire, je dors comme un bébé, je me réveille toutes les 2 heures en criant, mais en fait c'est comme moi. Oui, mais je crois que l'élément important ici, c'est la pandémie. Très franchement, j'ai grâce à mon expérience unique au sein de cette commission, siégé pendant 2 ans à la Chambre des représentants du Sénat et examiné de nombreuses menaces qui pèsent sur les États-Unis. En fait, il n'existe pas de menace plus spécifique qui pourrait dévaster notre pays à travers notre santé, notre économie et nos organismes sociaux qu'une pandémie de grippe. Et nous en avons eu 4 au cours du siècle dernier. Et bien que nous en ayons une plus légère au cours de ce siècle, je pense que le risque est que nous en ayons une autre, plus grave, et que cela dévaste notre pays. Et puis, il y a Donald Rumsfeld. En tant que secrétaire à la Défense sous le premier mandat de l'administration George W. Bush, il y a peu de personnes aussi étroitement liées à la guerre contre le terrorisme. Rumsfeld a lui aussi été intimement impliqué ces dernières décennies dans l'émergence de l'État biosécuritaire. Dans les années 80, il a personnellement participé à des rencontres secrètes avec Saddam Hussein qui ont débouché à l'envoi d'anthrax, de botulisme et d'autres armes chimiques par les États-Unis à l'Irak. Dans les années 1990, il a été nommé président de Gilead Sciences, une société de biotechnologie californienne qui, lors de la vague de peur de la grippe aviaire de 2005, a grandement profité de la ruée massive sur le Tamiflu et profite aujourd'hui encore de celle sur le Remdesivir, générée par la peur Covid. Les données montrent que le Remdesivir a un effet évident et positif significatif dans la réduction du temps de guérison. Il y a de nombreuses autres personnes dont la carrière suit le même parcours, passant sans encombre de l'état de sécurité intérieure à l'état de biosécurité. Des personnes comme le Dr Richard Hatchett, qui a été directeur de la politique de biodéfense sous George W. Bush, puis directeur par intérim de l'Autorité de recherche et développement biomédical avancé, et secrétaire adjoint par intérim au bureau du secrétaire adjoint pour la prévention et la gestion des crises au sein du HHS, avant de devenir le PDG de CEPI, la fondation Bill et Melinda Gates, et qui a cofondé la coordination des innovations en matière de prévention épidémique. En tant qu'expert en matière de santé mondiale, M. Hatchett a fait des émules en mars dernier en raison de ses déclarations alarmistes sur la pandémie de SRAS-CoV-2. Ceci est la maladie la plus effrayante que je connaisse de toute ma carrière. Et cela englobe l'Ebola, cela englobe l'émir, cela englobe le SRAS. Et c'est très effrayant, parce que la combinaison de l'infectiosité et de la létalité semble être infiniment plus élevée que celle de la grippe. Que tant de participants à l'origine de la guerre contre le terrorisme agissent actuellement en tant que sages-femmes dans le cadre de la biosécurité ne devrait pas être une surprise. Après tout, le paradigme de la biosécurité ne remplace pas le paradigme de la terreur. C'est son achèvement. La guerre contre le terrorisme a imaginé une armée secrète d'envahisseurs étrangers se frayant un chemin à travers les défenses de la patrie et monopolisant les ressources du corps politique, formant le chaos à l'intérieur du pays. L'État de biosécurité utilise en grande partie le même scénario. Mais maintenant, ces envahisseurs étrangers ne sont plus des terroristes habités par une haine de la liberté, ce sont des porteurs asymptomatiques d'un agent pathogène. Tout comme les agents de sécurité du territoire et des frontières ont été chargés de nous protéger des terroristes, maintenant les héros mis en avant, médecins et infirmières armés d'outils du clergé technocratique, peuvent nous défendre contre l'ennemi invisible. Ceci témoigne d'un aspect important de l'autorité biosécuritaire. En réalité, il ne s'agit pas d'une question sanitaire, c'est une question politique. Une fois de plus, Giorgio Agamben nous donne un aperçu de la tournure des événements. Il a fait remarquer que les épidémies virales sont avant tout un concept politique qui se prépare à devenir le nouveau terreau de la politique mondiale ou de la non-politique. Il est toutefois possible que l'épidémie que nous vivons soit la concrétisation de la guerre civile mondiale qui, selon les théoriciens politiques les plus aguerris, a remplacé les guerres mondiales traditionnelles. Toutes les nations et tous les peuples sont maintenant en guerre contre eux-mêmes, parce que l'ennemi insaisissable et invisible avec lequel ils luttent est en nous. Les gouvernements interdisent les regroupements et les événements et mettent en place de nouvelles procédures de dépistage. La mise en quarantaine des personnes en bonne santé contre leur consentement, le traçage et la surveillance de chaque individu, contrôler leurs mouvements, surveiller leurs transactions. Ne vous y trompez pas, la guerre contre le terrorisme n'est pas terminée.
elle vient de s'étendre plus amplement. Les défenseurs de la vérité du 11 septembre ont répété pendant 19 ans que la guerre contre le terrorisme a toujours été une guerre contre les peuples. Longtemps relégué en marge du débat politique, ce point de vue a été validé, puisque l'étiquette terroriste est remplacée par celui du porteur asymptomatique et que toute la machinerie de l'État policier est braquée contre tous ceux qui s'opposent au pouvoir biosécuritaire. Du fait que tous ceux qui étaient avant considérés comme des théoriciens du complot se sont avérés être de fins observateurs politiques, il est peut-être temps de tirer les véritables leçons du 11 septembre que le discours dominant a toujours exclues. Que le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme n'étaient en rien une guerre, mais une prise de pouvoir. Que ces mesures temporaires mises en place pour faire face à une prétendue urgence ne seront jamais levées. Et surtout, à moins que tous ceux qui se préoccupent de cette situation, la plus importante prise de pouvoir de l'histoire, ne se lèvent, refusent de se recroqueviller dans la peur de l'ennemi invisible et réclament leur droit inaliénable de liberté de mouvement, de liberté d'association et de liberté de rassemblement, celles-ci disparaîtront alors pour de bon. Tel est le message de vérité du 11 septembre. Que le monde a été amené à renoncer à ses droits au nom d'un interminable défilé d'épouvantail. En réalité, ce sont ces hommes politiques et ces autorités qui prétendaient nous protéger de ces épouvantails, ceux-là même qui paraient du manteau de la sécurité intérieure, représentaient la plus grande menace pour le peuple. Maintenant, ils insinuent que nous sommes les épouvantails, porteurs asymptomatiques de l'ennemi invisible, les armes de destruction massive qui marchent et parlent et qui doivent rester pour toujours emprisonnés dans la peur, de crainte que le virus ne nous tue tous. Ceci n'est qu'un mensonge qui expose ce dont les marchands de la peur redoutent eux-mêmes. De libérer l'humanité, de se rassembler, de se parler, de travailler, de jouer, de vivre. Ce n'est pas sans une certaine ironie que les commémorations du 11 septembre de cette année ont été perturbées par la peur panique de la Covid. Le flambeau a bel et bien été passé. Et les injonctions annuelles de ne jamais oublier ont été remplacées par une litanie de se rappeler à chaque instant. Rappelle-toi de porter ton masque. Rappelle-toi de garder 2 mètres de distance. Rappelle-toi d'éviter les rassemblements. Rappelle-toi de rester à la maison. Après 19 ans, il serait peut-être temps d'admettre que la vérité sur le 11 septembre a manqué de dévoiler le mensonge de la guerre contre le terrorisme et à faire échouer l'agenda de sécurité intérieure à temps. Mais nous entrons dans une ère nouvelle où une nouvelle chance nous est offerte pour nous réveiller de ce cauchemar. Sachant cela, la principale question reste de savoir si nous allons rejeter cette guerre contre l'ennemi invisible avant qu'il ne soit trop tard. Quel que soit notre choix, nous devrions le faire rapidement. La grande réinitialisation est en cours. Un énorme préjudice nous a été causé. Nous avons subi de grandes pertes. Et à travers notre douleur et notre colère, nous avons trouvé notre but et notre gloire. La liberté et la terreur sont en guerre. La marche pour la liberté humaine, l'accomplissement de notre ère et le grand espoir de tous les temps dépend désormais de nous. Je veux assurer au peuple américain que nous faisons chaque jour ce qui est en notre pouvoir pour défier et finalement vaincre ce terrible et invisible ennemi. Nous sommes en guerre dans le vrai sens du terme. Nous sommes en guerre et combattons un ennemi invisible. Pensez-y.